Et au professeur Zahnati du CREAD, c'est pour nous parler un peu des startups dans la santé, dans le bassin méditerranéen, je crois même dans certains pays en Afrique et puis au Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Courta de m'avoir convié à ce meeting. Même si, à vrai dire, je ne suis pas un expert en santé numérique, je suis un expert en économie de la santé, mais en tout cas, ça m'intéresse justement. Et j'aurais souhaité faire une présentation sur le coût et les bénéfices de la télémédecine, par exemple. Mais bon, en fait, cette présentation est extraite d'un policy brief que j'avais réalisé en 2021 pour le compte du FEMIS, donc le Forum des instituts de sciences économiques basé à Marseille. Et en fait, c'est une présentation qui porte sur les startups de la santé donc, numérique dans la région des pays du sud de la Méditerranée. Alors, ma présentation suivra la trame suivante. Donc, j'introduis le sujet et ensuite, je passe en revue le cadre, j'allais dire macro, donc le doing business, donc le climat des affaires dans la région. Dans un second temps, je vais essayer donc de parler des écosystèmes et des cadres juridiques qui ont été mis en place dans ces pays-là. Et en troisième lieu, je reviens sur quelques exemples de start-up en santé numérique qui ont été donc lancés dans ces pays-là, et plus particulièrement en Algérie, en Tunisie et au Liban. Et en fait, c'est j'allais dire une enquête ad hoc parce que l'échantillon est assez faible, donc les données sont fragiles. Donc, en termes de généralisation, donc ce n'est pas possible. Donc, je parlerai évidemment des contraintes qu'avaient rencontrées ces start-upers, leur motivation et enfin donc les leçons apprises à travers leur expérience de création, donc avant de conclure. Bon, ça a été déjà dit, donc la santé numérique se réfère à l'utilisation des technologies d'information, de la communication dans le secteur de la santé, et le but justement c'est de fournir et d'améliorer les services de santé. Et évidemment, là, ça a été déjà dit, donc on s'achemine vers des soins de plus en plus personnalisés pour donc justement répondre aux attentes des patients, tout en améliorant donc la qualité et aussi afin aussi de minimiser donc les coûts de la prise en charge. Alors, cette santé numérique a été justement boostée par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc, il y a même de nouveaux métiers qui se sont développés, donc les data analystes, par exemple, en santé, parce qu'à côté, vous avez de grosses bases de données, donc les big data, donc qu'il va falloir analyser, et aussi le développement donc, de la génomique. Ce secteur est aussi boosté par l'arrivée des géants de l'informatique, donc venus à la conquête de ce secteur-là. Et cette arrivée-là a justement accéléré la diffusion des innovations technologiques en santé. Alors aujourd'hui, le marché mondial de la santé, numérique évidemment, c'est-à-dire en termes donc, de chiffre d'affaires, donc à la veille de la pandémie, donc en 2019, donc il s'élevait à hauteur de 90 milliards de dollars. Donc regardez comment donc, le choc exogène, si je puis dire, donc, qui est donc, la crise sanitaire, donc, a fait que le chiffre d'affaires de ce secteur-là a été multiplié par un facteur de 2,5 donc, sur la période considérée, donc, sur les 5 dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen de pratiquement 30%. Et donc, justement, cette crise sanitaire a montré tout le potentiel de la santé numérique dans le monde et dans beaucoup de pays du monde en tout cas. Alors, toutefois, le recours donc, aux solutions numériques pourrait évidemment créer des inégalités en termes donc, de disponibilité du matériel, mais en même temps en termes donc, de connexion.
et justement ce qui va limiter l'accès pour les personnes qui n'en disposent pas ni du matériel ni donc d'une bonne connexion. Évidemment, ceci nous amène justement à considérer des enjeux éthiques donc en matière donc, de confidentialité des données, ça a été déjà dit en tout cas, la gestion et le déploiement des solutions donc, technologiques, en fait pour couvrir l'ensemble de la population, mais aussi on a l'aspect formation qui est important à considérer, l'autonomie et le suivi des patients, etc. Il existe, si je puis dire, un cadre mondial donc, de la santé numérique. Donc là, on se réfère à la stratégie mondiale de l'OMS, et en fait qui est basée sur 4 axes, à savoir la collaboration et le transfert des connaissances, la mise en œuvre des stratégies donc, nationales de santé numérique, la gouvernance de cette santé numérique et les soins centrés sur la personne. Donc même le paradigme donc, de l'OMS a changé puisque maintenant on parle de One Health. Excusez-moi, c'est pas la bonne. J'avais remis donc une version, c'est pas la. Ouais, c'est pas. Désolé, oui. Oui, justement, oui. Parfait. Exact. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Donc là, en fait, c'est le premier point dans lequel je vais planter le décor en matière donc, de climat des affaires dans la région. En fait, les économies de la région des pays donc, du sud de la Méditerranée sont caractérisées par une faible croissance économique, une diversification économique qui est assez limitée, mais aussi un taux de chômage assez élevé, surtout auprès donc, des jeunes diplômés, mais aussi donc, des femmes. Alors, sur les pays donc, échantillonnés, donc, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie, alors, quand on prend donc, le classement de la Banque mondiale de 2020 en termes donc, de Doing Business, et voilà, dans l'ensemble des pays, il y a quand même donc, des différences entre ces pays-là donc, en termes de rang. Alors, le pays, donc, on va dire, qui a une politique un peu plus ouverte à l'investissement, c'est en premier lieu donc, le Maroc, suivi donc, par la Jordanie, et ensuite on a l'Égypte, et ensuite, donc, on a la Tunisie, Jordanie, donc Tunisie, et enfin donc, on a l'Algérie qui est en dernière, en queue de peloton. Et pour le deuxième indicateur, donc Human donc, Capital donc, Index, donc ça c'est les données donc, de 2020. Là en fait les pays pratiquement donc, se rapprochent donc, en termes de capital humain, donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment donc, un vivier de talent au niveau de ces pays-là qu'il va falloir donc, exploiter. En revanche, pour le dernier indicateur qui est le Global Innovation donc, Index, donc les données de 2022, donc là, en fait, donc, en termes de classement, là aussi, donc, nous avons nos voisins immédiats qui sont donc, mieux classés. Et ensuite, nous avons donc, la Jordanie, l'Égypte et enfin donc, l'Algérie. Évidemment, pour le Liban, donc, au vu donc, des problèmes que connaît ce pays-là, donc, on n'a même pas donc, de données sur ce pays-là. En matière donc, de financement des startups du secteur privé donc, de la santé donc, au niveau de ces régions-là, donc quand on regarde un peu ces chiffres-là, donc on voit aussi que en matière de classement, nous avons donc la Jordanie qui arrive donc en première position donc, dans les pays échantillonnés, suivi par le Maroc et aussi donc par l'Égypte et enfin par le Maroc. Pour le reste, les 3 autres pays, donc on n'a pas de données donc, statistiques. Et en fait, quand on regarde un peu de façon plus globale donc le secteur privé,
Le ranking aussi, donc il est un peu hétérogène puisque voilà, c'est pratiquement donc les mêmes pays qui arrivent en premier, donc 30e, 40e. Et là, en fait, l'Algérie fait mieux que l'Égypte en matière donc, de crédit pour le secteur privé. Là, j'ai essayé de dresser les contraintes justement donc, qui se posent pour les entreprises du secteur privé dans la région. Là, malheureusement, dans l'étude de la Banque mondiale, on n'a pas donc, le cas de l'Algérie. Donc, disons que voilà, donc, il y a les aspects liés à tout ce qui est, je veux dire, par exemple, la corruption, qui est assez présente en Tunisie, mais aussi donc, au Liban surtout, en Tunisie, mais aussi donc, au Maroc. Et voilà, en moyenne, dans la région MENA, donc, on a pratiquement pas loin de la moitié qui se plaignent justement donc, de la corruption. Vous avez donc les problèmes en fait, qui sont aussi liés à la taxation. Là aussi, donc, les données donc, se rapprochent plus ou moins, à l'exception donc, du Maroc et de la Tunisie. Pardon. Et aussi, vous avez donc le poids justement du secteur informel qui peut justement si je puis dire, donc, créer un peu une concurrence un peu déloyale pour le secteur donc, formel. Là aussi, on a des disparités donc, entre les pays pris en considération. Alors, pour les contraintes, justement, il y a ce problème d'accès au financement, c'est-à-dire que voilà, donc, les prêts aux PME restent quand même assez limités dans la région. Et pourquoi? Parce que le système de financement classique ou conventionnel, si vous voulez, montre une certaine aversion au risque parce qu'une start-up, en fait, le risque, il est élevé. Donc, les schémas de financement traditionnels donc, doivent en fait être complémentés, si je puis dire, par des financements innovants qui doivent s'adapter aux spécificités donc, des start-up. Mais aussi, à côté, il va falloir développer des marchés financiers qui vont permettre donc, aux startups donc, de lever des fonds. Donc jusqu'à présent, donc, le secteur financier n'a pas, si je puis dire, répondu correctement aux besoins donc, de ces startups qui ont quand même un fort potentiel de croissance. Et à côté, on essaie de mettre en place des dispositifs donc, de la finance islamique pour justement capter les ressources du secteur informel, mais en même temps contribuer donc, par des produits financiers qui sont complémentaires au système classique. Quand on regarde le taux d'investissement dans la région, donc on voit que l'Égypte, en fait, elle est en pointe avec pratiquement donc 80% de l'investissement, suivi par la Tunisie, le Maroc et enfin l'Algérie avec seulement 1%. Et il faut signaler aussi que pour l'Égypte, il y a vraiment une politique volontariste de l'État qui a même imposé aux banques de dédier une partie de leurs actifs au financement donc, de l'innovation et donc des startups. Là aussi, c'est un élément important donc, à signaler. Donc, ensuite, là, je passe au deuxième point, c'est-à-dire pour les écosystèmes qui ont été mis en place dans ces pays-là. Donc, il y a ce qu'on appelle les Startup Acts, c'est-à-dire que ce sont des initiatives portées par les gouvernements pour hisser donc, leur pays au rang des Startup Nations. Alors, au Maghreb, nous avons, c'est-à-dire des startups, si vous voulez, plutôt un écosystème qui est relativement nouveau. Donc, on parle de Startup Act en Tunisie, donc, qui est un peu le précurseur dans les pays du Maghreb. Et on a le programme Algeria Disrupt donc, de 2020 et enfin Maroc Digital donc, en 2020. Donc, on est un peu sur des années qui n'ont pas vraiment de grande différence en termes de périodicité. En revanche, vous avez les trois pays de la région Sud-Med, à savoir l'Égypte, le Liban et la Jordanie, qui sont relativement mieux dotés en matière donc, de dispositifs législatifs donc, implémentés pour justement attirer ou concentrer le plus grand nombre de start-up de la région. Alors aujourd'hui, la Jordanie est l'un des principaux acteurs du forum MENA sur les technologies de l'information et de la communication. Et aussi les startups égyptiennes qui aujourd'hui disposent de moyens financiers parce que donc, il y a une politique volontariste qui a mis en place donc, des dispositifs pour rendre donc, l'argent disponible pour profiter aux startups. Et en même temps, donc,
c'est qu'en matière d'attractivité, il y a aussi à côté des pays c'est-à-dire qui sont aujourd'hui des plaques tournantes, à l'exemple des Émirats, ou d'ailleurs même des startups qui sont créées ailleurs, en Égypte ou même en Algérie, en tout cas, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et en fait, ça devient un peu, je veux dire, le foyer majeur des startups de la région. L'Arabie saoudite aussi, donc, elle a un potentiel important si elle veut vraiment donc, se hisser au rang d'une startup donc, nations aussi. Au Liban, bon, là, c'est des données 2019. Donc, il y a quelque chose comme 2000 startups opérationnelles avec la mise en place d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Mais aujourd'hui, quid de la situation actuelle, puisque c'est un pays un peu dévasté par la crise économique. Et en tout cas, au vu de tous ces éléments exposés, il y a des avancées évidemment qui ont été réalisées par l'ensemble des pays. Toutefois, leurs écosystèmes, si je puis dire, sont soit en phase de naissance, soit ils sont en phase intermédiaire. En tout cas, pour l'instant, ils sont loin encore de la maturité. Alors, les stratégies nationales de e-santé, en Algérie, donc, on attend toujours, même si évidemment donc, le ministère a mis en place des actions concrètes. En Égypte, oui, donc, il y a un pays qui a pris de l'avance. En Jordanie, au Liban et au Maroc, c'est en cours de préparation. Et en Tunisie aussi, donc, il y a une stratégie qui a été mise en place. Alors, c'est dans justement ces contextes nationaux que des entrepreneurs ont lancé des startups en santé numérique pour exploiter, donc, nous l'avons vu, ce gisement de croissance. Et justement, l'objectif, c'est de participer à la transformation numérique ou à la transformation des systèmes de santé donc, dans ces pays-là. Là, j'avais pris donc, les 5 startups qui opèrent dans le domaine, donc 2 en Algérie, donc à savoir Anatomie, c'est TechGraph, au Liban, donc OCT Analysis, en Tunisie, donc AngelDoc, et aussi Check Skin Health. Bon, sans revenir un peu dans les détails de chaque, je veux dire, start-up. Alors, en Algérie, donc, j'ai écumé un peu le web pour rechercher des informations sur les start-up dans notre pays. Bon, là, j'ai pu recenser 19 start-up donc, dans le secteur. Et en fait, si je regarde un peu les chiffres officiels, enfin les déclarations donc, du ministre, quand il a parlé de 750 start-up labellisées, donc là, si je prends les 19 en e-santé, bon, on est quand même à 2,5% de l'ensemble. C'est quand même un ratio très faible. Alors sur les 19, donc là, pratiquement la moitié sont dans les rendez-vous donc, médicaux. Vous avez donc 4 qui sont donc, dans le volet formation. Nous avons donc une en santé mentale et nous avons une autre donc, en gestion des soins, donc les soins donc, à domicile. Nous avons une en médicaments et nous avons 2 qui sont donc, dans en fait, tout ce qui est donc, annuaire. Alors, les contraintes rencontrées donc, par les 5 startups, donc là, il y a évidemment, c'est-à-dire l'accès au financement est un problème récurrent. Il est aussi commun à l'ensemble des entreprises du secteur donc, privé. Et en même temps, nous avons, donc, je l'avais dit en tout cas, cette absence de mécanisme donc, de financement adapté. Et aussi, donc, beaucoup d'entre eux ont parlé de ces contraintes administratives un petit peu qui sont un frein justement pour la prise de risque. Et par moments, ça peut décourager les plus déterminés d'entre eux. Le cadre juridique aussi, dans certains pays, il fait encore défaut. Par contre, dans d'autres, il va falloir donc l'adapter pour le faire évoluer par rapport aux exigences de ces startups-là. Et aussi, ça a été dit tout à l'heure aussi, toute cette question de la protection des données personnelles des patients et leur sécurisation sur un cloud national. Et aussi, il y a je veux dire, certaines startups avaient du mal à avoir toutes les autorisations donc, nécessaires pour traiter les données de santé. Et aussi, il y a le problème de
prototypage, je vais y arriver, et d'industrialisation donc, qui a été posé par les start-upers comme étant un des freins majeurs. Et aussi, il y a ce déficit de compétences. Là aussi, il va falloir le signaler au niveau local. Et aussi, en fait, c'est que donc à la création, donc, on peut mobiliser des compétences, mais en fait, on a cette difficulté à les retenir. D'autant plus que le cash n'est pas encore là, je veux dire. Donc, la rentabilité, en fait, c'est un investissement à moyen et long terme. Donc, la start-up, donc, elle n'a pas encore les moyens pour bien payer donc, ses compétences, en tout cas en phase de démarrage. Alors, sur un autre registre, nous avons donc ce déficit en matière de culture entrepreneuriale et de connaissances suffisantes sur le monde des affaires en général et tout ce qui est outils marketing en particulier. Donc, vous avez des start-upers qui ne savent même pas c'est quoi un business plan, donc c'est quoi une comptabilité analytique, etc., etc. Donc là, il va falloir accélérer les actions donc, de formation pour augmenter leur niveau de connaissance en la matière. Alors, en matière de motivation, donc, là on note un registre un peu plurivalent. Donc on parle de motivation économique, justement pour échapper au chômage qui frappe ces pays-là, mais en même temps, donc, c'est une source de revenus pour le start-upper. Et aussi, nous avons donc, ces motivations donc, d'intérêt et des pratiques, c'est-à-dire voilà, essayer toujours d'améliorer la façon de prendre en charge donc, les patients. Et des motivations altruistes, donc le vœu d'être à côté du patient et de lui apporter les solutions adéquates. Donc au final, on se rend compte, c'est vraiment à l'intersection du singulier, donc qui est l'entrepreneur, donc en fonction de sa formation, de son expérience professionnelle, mais aussi du pluriel, donc les acteurs qui accompagnent l'entrepreneur pour justement la création de ces startups, mais aussi du contextuel qui peut être déterminant. Donc c'est l'interaction entre ces trois éléments que naissent justement les entreprises ou les organisations. Alors les leçons apprises par justement ces start-upers donc en matière de création, donc il y a cette justement nécessité ou cette importance de garder l'esprit ouvert durant le parcours de création. Ceci élargit le domaine des possibilités. L'idée de départ du projet pourrait être complètement modifiée afin donc de l'adapter à la réalité. La deuxième leçon, c'est la nécessité de rester flexible et être conscient que l'on ne peut pas réussir du premier coup et du premier coût. Donc là, il faut quand même être quelqu'un de patient et de persévérant. Et aussi, nous avons comme leçon aussi cette obligation de donner de la priorité aux besoins d'une idée et en fait, la proposer pour résoudre un problème, je veux dire, concret et réel. Et on a en fait un certain, je veux dire, l'écueil des universitaires qui, assez souvent, sont un petit peu déconnectés de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne raisonnent pas en termes de besoins, mais en fait, ils raisonnent en termes d'originalité de l'idée. En fait, ce n'est pas la bonne démarche à adopter. Alors, pour conclure rapidement, c'est une sorte un peu c'est des recommandations, si je puis dire. Alors, au niveau global, il y a lieu de revenir justement sur tout ce volet éducation et formation, à l'utilisation des technologies donc, du numérique. Évidemment, on ne peut pas donc, aller vers le numérique sans un bon niveau donc, de connectivité, disposer de cadres juridiques adéquats concernant donc, l'ensemble des aspects que j'avais énumérés précédemment, mettre en place un écosystème favorable à l'investissement dans le secteur du numérique. Donc, pourquoi pas aussi attirer les investissements directs étrangers, là aussi ça peut être une option aussi. Et aussi attirer toutes les personnes donc, talentueuses, mais aussi de la diaspora. Aujourd'hui, on a des start-up algériennes, justement, c'est-à-dire qui appartiennent à des Algériens de la diaspora. Et l'exemple le plus, je veux dire, iconique, c'est Yassir. Il y a aussi, en tout cas, il y en a d'autres. Collaborer avec l'ensemble donc, des partenaires internationaux, surtout l'OMS, parce qu'en fait, c'est elle qui est censée, enfin, entre guillemets, accompagner les pays pour la mise en place d'une stratégie nationale donc, de santé. Et au niveau sectoriel, donc là j'arrive à la fin, donc définir et implémenter donc, les stratégies nationales. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc, il y a des pays donc, qui n'ont pas encore une stratégie nationale.
et mettre en place des dispositifs d'incitation, pourquoi pas des incitations fiscales justement pour réduire donc, les charges ou plutôt réduire le coût de la création d'une start-up, et aussi créer donc, des banques dédiées au financement puisque les start-up ont des spécificités dont il va falloir en tenir compte. Créer des programmes et des plateformes spécifiques pour le renforcement des compétences, là aussi c'est une chose importante. Et enfin, permettre aux médecins universitaires de bénéficier d'une double compétence, c'est-à-dire qu'il va falloir introduire donc, des programmes d'entrepreneuriat au niveau donc, de l'université, donc, que ce soit pour les médecins ou les autres catégories, afin de pouvoir justement acquérir cette culture qui fait défaut. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Zehmati.